Bonjour à tous et bienvenue sur notre émission 3ABN français. Je suis Angélique Fladin et je serai la présentatrice de ce jour. Aujourd'hui, nous avons, et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés notre boutrin Marie-Claire. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci de m'avoir sur le plateau. Avec plaisir, on se sent trop à l'aise. Alors pour cela, aujourd'hui, nous allons parler des expériences de l'enfance et de la santé en général. Donc les expériences de tous ceux qui englobent l'enfance. D'accord? Je t'ai préparé quelques petites questions. Merci. Alors, quelles sont les expériences adverses les plus courantes que les enfants peuvent vivre en France? Alors, on va un petit peu encadrer un petit peu comme des expériences adverses. Ce sont des expériences traumatiques. D'accord, oui. Qui sont vécues durant l'enfance, enfance ou des fois adolescence, mais vraiment, on regarde beaucoup plus à l'enfance. À l'enfance, oui. Et pourquoi l'enfance? Parce que ce genre d'expérience-là, ça va déterminer un contexte mental, psychologique, émotionnel pour la personne, pour l'individu, quand ils vont grandir. Donc, si l'enfance se passe bien, en général, on a un adolescent qui est quand même équilibré, un adulte qui est équilibré. Maintenant, s'il y a des problèmes à l'enfance, c'est pour ça que ce sujet est très important. Si, comme on dit, au début, il y a des problèmes, ça va affecter le développement de l'enfant, de l'adolescent, et pour ça. Donc, adverse, ça veut dire que ce sont des expériences qui sont traumatiques. Donc, il y a plusieurs différents types de traumatisme. Il y a l'abus. Alors, l'abus, ça peut être la violence physique, sexuelle et psychologique. Donc, dans les deux épisodes, on parle de violence mentale, psychologique, donc ça rejoint un petit peu ça aussi. Et imaginez ça chez les enfants. Un enfant qui est exposé souvent à ça, il ne va pas grandir de manière normale, il y aura des séquelles. Des séquelles. Voilà. Pareil aussi pour la négligence. Alors, c'est la négligence aussi bien physique qu'émotionnelle. Donc, ce n'est pas seulement négliger l'enfant, ne pas, par exemple, préparer les vêtements, ne pas lui donner des câlins, c'est aussi émotionnel. C'est négliger l'enfant, faire comme si l'enfant n'est pas là. Donc, l'enfant, il cherche une connexion avec les parents, il ne la trouve pas. Donc, l'enfant... C'est négliger, quand tu dis émotionnel, est-ce que ça néglige aussi les différentes émotions, la colère, la tristesse, et que le parent n'est pas acknowledge, les connaissances de ces sentiments, de ces émotions? Exactement. Donc vraiment, il y a un délaissement. Et l'enfant est tout seul. Et, à lui-même. Voilà. Et pourtant, les relations entre parents-enfants, l'attachement, la présence physique, émotionnelle pour les enfants, c'est très important pour leur développement. Le mot m'échappe, mais ça définit comment tu seras plus tard. En Exactement. Fait. Exactement. Alors, et puis, bon, il y a aussi le dysfonctionnement familial. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Séparation ou divorce des parents. Chez les enfants, c'est un traumatisme. L'incarcération d'une figure parentale et aussi la violence entre les figures parentales. Donc, ça, c'est très important parce que l'enfant est exposé à tout ça et ça va le traumatiser. D'accord. Alors, comment... ces expériences, tu as parlé de santé mentale au préalable, mais comment ces expériences, du coup, peuvent-elles influencer la santé mentale physique des jeunes tout au long de leur vie, mais en fait aussi à long terme, en fait? Tu as un peu commencé à expliquer, mais du coup, comment? Comment ça va affecter leur vie, en fait, dans le futur? Oui, alors, les enfants qui ont été exposés à ces expériences adverses ou traumatiques, ils ont des problèmes de santé mentale comme l'anxiété, le stress, la dépression. Donc, parce que quand ils sont petits, ils ont été délaissés, par exemple, alors ils ont vu de la violence. Les enfants qui sont aussi exposés à la pauvreté, il n'y a pas à manger, ils vivent peut-être dans des conditions insalubres. Donc, tout ça au niveau psychique, ça va vraiment amener des conséquences négatives. Donc, aussi, il y aura des comportements à risque parce qu'ils ne se... Comment dire ça?
Le stress, l'anxiété, ils veulent aussi appartenir. Si les parents ne se sont pas occupés d'eux, ils veulent appartenir, ils veulent, comment dire, un sentiment d'adhérence quelque part, de savoir, OK, il y a quelqu'un qui m'aime, il y a quelqu'un qui se préoccupe de moi, donc ils vont peut-être à la recherche de quelque chose, d'une connexion sociale. Donc ils vont aller chercher ça à tout prix et des fois, pour pouvoir l'avoir, ils vont avoir des comportements risqués. Donc soit par des relations sexuelles, soit par exemple, des groupes d'amis ils savent que c'est pas bon, mais c'est là où ils ont cette connexion sociale. Quelqu'un porte attention à eux. Voilà. Et puis, il y a aussi des problèmes, alors, problèmes physiques par rapport à ces expériences traumatiques. Alors, en général, on voit qu'il y a des risques qui sont élevés de cancer, de problèmes de santé chronique, l'hypertension, le diabète, les maladies cardiovasculaires à l'âge adulte. Tout ça, ça vient de ce qu'ils ont vécu. Et puis, il y a aussi un critère qui est très important, le nombre d'expériences adverses est très important dans ce cadre, enfin, pour pouvoir estimer les conséquences, les effets. Il y a une relation linéaire entre le nombre d'expériences adverses ou traumatiques comment dire, la sévérité, les conséquences négatives qu'on va voir dans la vie de la personne plus tard. Il y a aussi, par exemple, des personnes qui ont vécu 4 formes d'adversité précoce, c'est-à-dire quand ils étaient vraiment petits. On va voir qu'ils présentent 4 à 12 fois plus de risques en lien avec leur santé. Donc, vraiment, c'est conséquent. Et puis, il y a aussi une dose-réponse entre le nombre d'expériences liées à l'adversité précoce et le symptôme de stress post-traumatique. Donc, toutes ces manifestations psychiques, physiques, c'est lié non seulement à simplement être exposé, mais au nombre d'événements traumatiques que les enfants ont subi. Et aussi, en général, ce genre de traumatisme affecte des parties du cerveau qui sont liées, à la régulation émotionnelle. Donc, on voit chez les jeunes qui ont eu ce genre d'adversité quand ils sont petits, qu'ils ont des problèmes au niveau de la régulation de leurs émotions. Parce que ces parties du cerveau ont été, comme on dit, la peur, la fragilité qu'ils expérimentent durant leur âge précoce entraîne un état d'hypervigilance. Et quand ils grandissent, eh bien, ces régions au niveau du cerveau, elles vont aussi, ça va influencer leur capacité à gérer les situations, le stress, la peur, l'anxiété, mais aussi les émotions. D'accord. Alors, tu as un peu répondu à ma prochaine question, en fait. En fait, je voulais savoir est-ce qu'il y a des différences notables dans l'impact d'expériences adverses, donc, comme tu dis, traumatiques, en fonction de l'âge ou du sexe d'un individu? Oui, alors... Les enfants, en l'occurrence. Plus le traumatisme est précoce, plus il y aura de dégâts dans le futur. Parce que les enfants sont très vulnérables parce qu'ils sont en plein développement. Je sais qu'entre l'âge de 3 et 5 ans, le cerveau de l'enfant se développe et fonctionne à un niveau de génie. Donc, ça veut dire qu'il absorbe beaucoup plus. Le développement cérébral est vraiment élevé, les capacités vraiment se développent. Et les situations, les choses auxquelles les enfants sont introduits, sont exposés, c'est très important. Donc, si c'est de la négligence, de la violence à cet âge-là, il y aura énormément de séquelles. Et puis, il faut dire aussi que nous, en tant qu'adultes, plus on augmente en âge, on développe des systèmes qui sont des fois équilibrés ou pas, de compenser, de traiter ce que l'on voit. Oui. Les enfants, ils n'ont pas ces outils-là, ils ne sont pas équipés au niveau émotionnel, au niveau savoir comment gérer les émotions. Donc, je vois papa qui bat maman, ou alors le contraire, eh bien, comment est-ce que je vais gérer ça?
parce que je ne sais pas comment gérer. Je vais sentir certaines émotions, mais je ne sais pas comment gérer. Et donc, au niveau de la protection, ils ne peuvent pas se protéger. Donc, enfin, aussi mieux que nous, les adultes, qui ont déjà expérimenté plus de choses dans la vie, et on peut un petit peu faire les choses différemment. Et puis, ça se voit aussi, donc, il y aura des, comment dire ça, il y aura des problèmes au niveau de l'attachement, des difficultés d'attachement, parce qu'ils ont peur. Il y a beaucoup de peur qui est générée. Et aussi, il y aura aussi des comportements de rébellion. Alors maintenant, entre les filles et les garçons, bon, ça dépend déjà de la personnalité, du tempérament de l'enfant, fille ou garçon, et puis aussi des expériences et aussi des facteurs sociaux et culturels. Donc, ça dépend du cadre dans lequel, par exemple, si je suis une fille, il y aura peut-être des attentes sociales, il y aura ma mère va me dire, OK, pour d'autres, ou alors mon père va dire, ah oui, tu es une fille, donc tu dois faire telle chose, telle chose. Si je suis un garçon, ça sera pareil, mais pour ce qui est approprié, enfin, selon les cultures, à un garçon. Donc, dans un pays, ça peut être une chose, dans notre culture, ça peut être autre chose. Je sais qu'en Afrique, des fois, par exemple, il y a des villages, des coutumes où les femmes sont vraiment mises en valeur. Il y en a d'autres, c'est le contraire. Donc ça dépend. Ça dépend du contexte. Mais c'est sûr qu'il y aura... du contexte familial, du contexte social. Voilà. Comment les établissements scolaires, donc les éducateurs, les adultes, on va dire, qui sont autour des enfants, et même les parents, peuvent... je ne sais pas comment formuler cette question du coup, parce qu'en fait, on a parlé, du coup, j'essaie de changer mes questions. Peuvent en fait discerner, identifier les signes des traumatismes des enfants, en fait. Comment réaliser, comment vraiment porter attention à ces signes, en fait, parce qu'en fait, ça reste important. Ah oui, très important. Ça reste important de... Tu as donné un exemple d'un enfant qui voit son père ou sa mère être frappé. Tu as ce fardeau, du coup, tous les jours. Du coup, comment les adultes, les personnes qui encadrent les enfants peuvent regarder ces signes, en fait? Eh bien, on verra qu'il y aura... Bon, déjà, il faut que les professeurs, le personnel scolaire prêtent attention, soient attentifs. Donc, qu'est-ce qu'on verra? On verra souvent des changements de comportement. Les enfants, l'un des facteurs qui est vraiment prédominant, c'est la peur, l'anxiété. Donc, parce qu'ils ont peur, ils sentent qu'il y a quelque chose, surtout au niveau de la violence. S'ils sont exposés à de la violence, ils auront peur. Donc, le comportement de l'enfant va changer. Ça peut être, ils vont se retirer, ou alors ils vont commencer à avoir vraiment des comportements bizarres. Et ça, c'est différent. Et c'est leur manière d'exprimer, ou alors d'essayer d'extérioriser, de compenser ce qu'ils voient. L'angoisse, la peur, la haine qui est à l'intérieur, tous ces sentiments qui sont refoulés, qui ne peuvent pas être exprimés à la maison. Voilà, parce qu'à la maison, ils ne peuvent pas le faire, parce que le contexte, ils savent qu'il y a vraiment un conflit, qu'il y a un problème, ou alors si c'est la négligence. Donc, quand ils sont en milieu scolaire, ils ne sont plus dans ce contexte-là. Donc, ils vont commencer à changer. Donc, les changements de comportement. Aussi, on va commencer à avoir des difficultés scolaires. Ils vont peut-être avoir des blocages. Ou alors, ils vont pas, comme des troubles de concentration, de mémoire, parce que ça les trouble au niveau de la santé. Vraiment, ils sont troublés. Donc, leur esprit est vraiment focalisé sur quelque chose d'autre, en fait. Le traumatisme, voilà, le traumatisme. Sinon, il y aura aussi des troubles du sommeil. Ils vont pas bien dormir parce qu'ils ont peur, ils ne savent pas, ils sont sur le qui-vive. Et puis, des fois aussi, il y aura des enfants qui vont commencer à avoir de l'incontinence. Donc, on verra qu'il y a des démonstrations vraiment, vraiment tangibles. Et puis, on verra aussi qu'il y aura aussi des problèmes d'interaction sociale. Parce que ce qu'ils voient, les traumatismes, ils auront de l'anxiété, ils ne se sentent pas vraiment en sécurité. Donc, ils vont commencer à essayer de se protéger. Donc, au niveau d'interaction sociale, ils vont se retirer ou alors ils vont essayer de se défendre d'une manière ou d'une autre, soit par être
pour se protéger, ils vont devenir agressifs pour ne pas avoir de risque de subir, ou alors ils vont se retirer. Donc, il y aura différentes démonstrations selon le tempérament de l'enfant et le traumatisme qui est vécu. Mais alors, quel soutien pouvons-nous leur apporter? Quels soutiens sont disponibles pour ces enfants qui passent par ce moment difficile? Eh bien, il y a des services de santé mentale pour les enfants qui sont adaptés aux différentes tranches d'âge. Donc, ce sont des ressources qui sont très importantes, les services de santé mentale. Donc, il faut vraiment, comme on dit, les monopoliser. Il y a aussi soutien scolaire. Donc, si les professeurs ou le personnel scolaire voient qu'il y a vraiment un changement, ils peuvent aussi commencer à essayer de les épauler. Par exemple, s'ils voient que l'enfant commence à prendre beaucoup plus de temps à comprendre les choses, à retenir parce qu'ils ont des troubles au niveau de la mémoire de concentration, ils peuvent les aider à prendre plus de temps pour sentir qu'ils sont là avec eux, qu'il y a un soutien au niveau scolaire. Et puis aussi, aussi les professeurs peuvent aussi, comme on dit, sonner, comme on dit, l'alarme. Pour dire, l'enfant, il y a un problème. Voilà, oui. Donc, et puis, bon, si l'enfant est battu, on verra les marques. Bon, il faut dire aussi que des fois, que les parents sont très intelligents, ils vont exercer la violence sur des zones du corps qui ne sont pas, voilà, qu'on ne voit pas. Donc si ces professeurs-là, ils arrivent à voir qu'il y a un blocage, quelque chose qui se passe, ils peuvent faire recours aux services de santé ces professionnels-là, ils savent comment aborder le problème et à un moment donné, je pense qu'ils vont quand même voir ce qui se passe. Ou alors, il y a aussi des programmes de mentorat. Donc, c'est assister, c'est comment dire ça, entourer les enfants, leur donner les outils, le soutien, la motivation qu'il leur faut pour pouvoir essayer de continuer à avancer malgré les traumatismes vécus. C'est un accompagnement. Et le mentorat, c'est pas seulement temporaire, le mentorat doit évoluer avec l'enfant. Selon l'âge de l'enfant, je commence à 5 ans, je continue à 6 ans. On continue parce que ce ne sont pas des séquelles temporaires. Vraiment, l'enfant a été traumatisé. Donc, c'est un acheminement. C'est à vie. C'est à vie. C'est à vie. Et l'importance des psychologues, des personnels de santé mentale, ces rôles-là sont très importants. C'est comme on dit, c'est vie ou mort, pas seulement psychique, mais aussi avec des répercussions physiques. Il y a aussi des associations, des structures de protection de l'enfance qui peuvent aussi intervenir, qui peuvent aussi être, comment dire, monopolisées pour pouvoir aider à intervenir. Et s'il faut retirer l'enfant dans ce contexte de traumatisme, l'enfant doit être aussi placé dans un environnement, voilà, où l'enfant sera en sécurité. Alors, comment nous pouvons créer cet espace pour avoir ces jeunes qui d'eux-mêmes prennent l'initiative de venir en parler de leur expérience sans crainte et sans ce sentiment d'être jugé, en fait? Alors, il faudra créer un environnement qui est bienveillant et ouvert, où l'enfant ne se sent pas jugé. L'enfant est conscient qu'il est accepté avec son traumatisme, avec son malfonctionnement physique ou cérébral, que ce n'est pas un problème. Il faut que l'enfant, comment dire, soit sensibilisé que ce qui lui arrive, que ce n'est pas normal, que ce n'est pas bien, que ce n'est pas quelque chose, par exemple, ce n'est pas dû à leur comportement ou à qui ils sont, mais que c'est l'autre qui a peut-être des problèmes et que les conséquences, ça cause un traumatisme chez l'enfant. Donc, c'est vraiment sensibiliser l'enfant à la réalité, à l'équilibre. Qu'est-ce que c'est définir l'équilibre? Et quand tu viens me voir dans ce contexte, voilà ce qui aurait dû se passer. C'est ça la norme. Donc, quand tu viens, tu es accepté, je suis ouvert, on va discuter.
tout ce qui te passe par la tête, tu peux t'exprimer, tu n'es pas jugé. Et ici, tu es en sécurité, surtout la sécurité. Tu es écouté, tu es écouté et tu es aimé. Tu es aimé et valorisé, c'est-à-dire qu'on t'accepte. On t'aime, on t'accepte et tu as de la valeur pour nous. Vraiment, on veut savoir ce qui se passe et on veut t'aider. D'accord. Alors, quel conseil tu donnerais aux parents pour protéger leur enfant des effets néfastes, des expériences qui sont adverses, qui sont traumatiques? Il faut être très attentif aux enfants. Les enfants ont différentes manières de, comment dire ça, de vivre les traumatismes, enfin les expériences, ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent. Il faut vraiment être attentif, apprendre à connaître l'enfant pour pouvoir être capable de voir quand il y a quelque chose qui n'est pas normal, quand il y a un changement. Connaître son enfant. Voilà, connaître son enfant. À chaque détail. Voilà, donc il faut être attentif. Et une fois qu'on voit qu'il y a quelque chose, il faut avoir une communication ouverte. Oui. Ne pas avoir cette dynamique de parents où je suis au-dessus et voilà d'autorité où vraiment l'enfant. Mais vraiment, c'est de cœur à cœur. On est au même niveau parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas. À ce moment-là, ce n'est pas un problème de discipline ou alors de dire « Ah oui, je vais te… » Non, non, non. L'enfant… Je vais t'accompagner. Voilà, l'enfant est accompagné au lieu d'être, comment dire ça… délaissé ou mis de côté par rapport à ce qui s'est passé et je sais laisser en souffrance, en fait. Oui. Qui a, j'allais dire, il doit… se débrouiller, je n'ai pas le mot français. Enfin, gérer. Il doit gérer tout ça. Il doit gérer tout ce problème. Voilà. Je suis avec toi pour gérer ce problème, parce que tu n'es pas seule, du coup. Voilà. Donc c'est plus une démarche de rapprochement que de dire, bon, moi, on va faire ce que je veux. Parce qu'il faut écouter l'enfant. L'enfant a vécu quelque chose, on ne sait pas tout. Et si l'enfant voit qu'on n'écoute pas, il ne pourra pas s'ouvrir pour dire exactement tout ce qui s'est passé et comment ils vivent la chose. Et observer le comportement, chercher. Et puis des fois, en tant que parent, on n'a pas toutes les ressources pour pouvoir gérer ce genre de situation. Donc il faut chercher un support professionnel. Donc les psychologues, c'est très important parce que bon, ils peuvent parler aux enfants, ils peuvent parler aux parents et adapter une pédagogie avoir une pédagogie adaptée à l'enfant et aux parents. Donc, chercher aussi un support professionnel et aussi offrir un environnement qui soit sécurisant, stable, parce que les enfants ont besoin de stabilité. Oui. Ça définit qui tu es voilà. Donc tout ça, c'est fondamental pour le développement sain de l'enfant dans ce genre de situation. D'accord. Alors, on arrive un peu à la fin de notre… Non, mais… Si tu as des choses à ajouter, n'hésite pas. Oui, alors je veux dire, quand les enfants ont ce genre de situation de vécu, la résilience c'est une qualité très importante pour les aider non seulement à survivre le traumatisme, ou alors à vivre dans le traumatisme et survivre le traumatisme, mais aussi à sortir du traumatisme. Oh, yes, that's good. Donc il faut que l'enfant ait un support qui puisse promouvoir le développement de la résilience. Ça ne va pas tout se faire du jour au lendemain, mais petit à petit, il faut accompagner l'enfant dans une démarche de résilience parce qu'elle permet aux jeunes de développer des mécanismes d'adaptation. Donc, ils ont vécu quelque chose. Maintenant, la vie continue. Comment je m'adapte à la société? Comment je vis en tant que survivant de ce genre de traumatisme? Donc, il me faudra la résilience à chaque étape de la transition durant le traumatisme, après le traumatisme et à long terme, même quand j'ai vu les psychologues, parce que bon, je peux avoir une cellule de soutien, mais ça ne veut pas dire que c'est suffisant. Il y aura toujours un travail personnel à faire. Bien sûr, alors que quand tu es jeune, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir ce… Plus compliqué. Si par exemple, je sais que j'ai été battue, maintenant, si par exemple j'entends des films où il y a de la violence, ça peut commencer à, ça peut occasionner un déclenchement
des mémoires qui vont, enfin des souvenirs qui vont revenir négatifs où j'ai été abusée. Voilà, voilà. Si j'entends des cris de détresse dans la rue, ça peut déclencher. Donc c'est réaliser que tout ne va pas disparaître du jour au lendemain. Donc, il faut absolument avoir la résilience pour combattre et survivre chaque déclenchement qui puisse se passer et reconnaître que c'est la vie. Malheureusement, c'est comme ça. J'ai été exposée à certaines choses, c'est comme ça. Bon, ça ne me définit pas totalement, mais ça fait partie de mon passé et comme on dit, de la fondation qui a été créée. Ça ne nous définit pas totalement, mais ça définit qui on est, et notre caractère, comment il va se forger par rapport à ça, notamment par rapport à la guérison qu'on aura eue au recours. Alors moi, c'est que j'aimerais rajouter, c'est que, bon, c'est un petit peu mon domaine, donc j'apprécie. Oui, elle a fait de la psychologie, tout le monde a fait de la psychologie. C'est un peu mon domaine de travailler avec les enfants et les jeunes un peu. Et lorsqu'on fait face à ce genre de situation, d'un point de vue extérieur, je veux dire, mais aussi intérieur parce que je travaille avec, j'aime amener l'entourage. Alors, quand je dis entourage, plutôt les camarades, les amis de ces élèves qui font. Parce que souvent, beaucoup, oui, tu as parlé, tu as évoqué la personnalité, le tempérament. Il y en a qui sont plus discrets, qui vont garder pour eux. Oui. Mais des fois, surtout quand ils sont très jeunes, donc on parle plutôt d'enfants, puisque aussi les recherches disent que les traumatismes que nous avons dans le futur, c'est plutôt dès l'âge, la phase d'enfance qu'on a avant l'adolescence. Oui. Enfin bref, mais les enfants, en général, ils vont parler à un petit copain, une petite copine. Exactement. Lorsque c'est vrai qu'ils sont jeunes, donc ça paraît bizarre de parler à des enfants, mais bon, moi j'ai la foi, je crois fermement qu'ils sont assez grands pour comprendre que lorsque vous voyez votre ami et même pour les ados aussi, lorsque vous voyez votre ami qui est en souffrance, qui passe par des moments difficiles comme ça, moi j'aime bien inviter vous, en tant qu'amis, d'aller reporter cela, oui. Alors peut-être que votre ami sera fâché parce que c'est une balance ou autre, mais c'est quelque chose vraiment moins d'un avis extérieur que je dis tout le temps, d'aller en parler. Alors on a dans les établissements scolaires, notamment en France, le système éducatif français, il y a des cellules, on a une assistante sociale, un psychologue. Des fois même l'infirmière est apte à recevoir. Exactement. Parce que, des fois il manque toujours quelqu'un dans l'établissement, donc voilà. Mais au moins un de ce personnel est là et de parler. Le principal de l'école, le professeur, l'ATSEM, la personne qui est en charge de l'école ou même là durant, c'est français, durant la pause méridienne, de parler de cela et ça reste toujours important en fait, de ne pas laisser ce genre de petits aspects. Et je veux dire vraiment très brièvement qu'il faut rappeler que les traumatismes, en tant que jeune, ce que vous avez vécu, ça ne vous définit pas et ce n'est pas quelque chose que vous avez causé. Il y aura la guérison, ça sera jamais. Au nom de Jésus pour commencer. Voilà. Ce sont les adultes qui ont fait ça. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose. Et puis chercher, n'hésitez pas à chercher du soutien. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé. Nous vous retrouverons une prochaine fois pour un nouvel épisode. Et si vous avez du retour, n'hésitez pas à nous contacter sur 3abn@3abn.org. Merci et à la prochaine.